Je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas être une députée de la République et en même temps faire honneur à sa croyance musulmane. À un moment donné, je pense qu'on a une vision stigmatisante de l'islam. On connaît mal les musulmans. Comme je vous le disais, moi, ces femmes qui viennent avec moi à l'Assemblée nationale Pardon, sont mais des femmes qui aimeraient il y a pouvoir des tas de s'investir dans la musulmans vie et publique. de musulmanes qui font honneur, pour reprendre votre expression, à leur foi musulmane sans mettre de voile. D'accord, mais Ça est-ce n'est pas du que tout c'est à nous d'en un juger? impératif. Je crois qu'on décale le débat. En fait, Non, il y a une polémique du Rassemblement national. Ensuite, il y a une polémique quand même reprise par Yael Braun-Pivet, encore une fois. La députée insoumise Alma Dufour était invitée sur le plateau de BFM afin de réagir à la polémique qui enflamme l'Assemblée nationale après la présence de jeunes filles voilées dans les tribunes. Face à elle, la députée macroniste Violette Spilbou tente tant bien que mal de justifier la réaction de Yael Braun-Pivet, qui a jugé inacceptable cette présence. Mais très vite, Alma Dufour reprend la main. Calme, lucide, mais déterminée, elle démonte un à un les arguments de la majorité et dénonce une hypocrisie républicaine qui, selon elle, ne s'applique que lorsqu'il s'agit de l'islam. Elle rappelle que des délégations étrangères avec des femmes voilées ont déjà visité l'Assemblée sans aucune polémique et dénonce une laïcité à deux vitesses, toujours utilisée pour stigmatiser les mêmes. Et comme vous allez le voir, Violette Spilbou va complètement perdre ses moyens face à la démonstration implacable d'Alma Dufour. Cette scène qui a été saisie et qui a été diffusée ensuite sur les réseaux sociaux, on voit ici ces images, elles déchaînent les passions depuis hier, comme à chaque fois que ce sujet vient sur la table. Edgar Becquet est à l'Assemblée nationale ce matin. Est-ce qu'il est encore très commenté, ce sujet-là, ce matin, Edgar ? Ah oui, Julien, un sujet très commenté, sujet inflammable. Côté RN, on parle d'une provocation et du côté de la France insoumise, on dénonce une stigmatisation et on parle d'islamophobie. Confirmation ce matin de la part de l'entourage de Yael Braun-Pivet. Il s'agit bien d'une sortie scolaire d'une école. Alors que dit le règlement de l'Assemblée nationale? Eh bien, le règlement de l'Assemblée nationale indique que le public doit porter une tenue correcte, se tenir assis, découvert et en silence, mais une source interne à l'Assemblée nationale avec qui j'ai discuté ce matin me dit que cet article date de l'époque où les hommes et les femmes qui venaient assister à une séance dans l'hémicycle ne devaient pas porter de chapeau pour ne pas gêner les personnes derrière eux. Et cette source interne à l'Assemblée nationale m'avoue que cet article est un petit peu révolu. Hier soir, quand la polémique a commencé à s'enflammer, a commencé à s'emballer et que la photo a été relayée sur les réseaux sociaux, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a réagi et a déploré cette présence. Elle dit, je cite, au cœur même de l'hémicycle de l'Assemblée, il me paraît inacceptable que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles dans les tribunes. C'est une question de cohérence républicaine. Beaucoup, Edgar. Est-ce que l'une et l'autre, vous avez vu cette scène ou pas, Violette Spilbou? Moi, je n'ai pas vu la scène. J'ai découvert la polémique comme vous sur les réseaux sociaux hier, après la déclaration de la présidente de l'Assemblée nationale. Et vous l'avez dit, ça attise les passions, je dirais même ça attise les haines. En fait, c'est une polémique qui pose une question sur ce qui n'est jamais arrivé à l'Assemblée nationale lors d'une sortie scolaire des jeunes enfants, si c'est bien le cas, qui seraient voilés. Et donc, ça pose une question qui ne s'est jamais présentée. Et donc, on a une présidente de l'Assemblée nationale qui, se basant sur le règlement intérieur, rappelle que doit avoir le visage découvert, on doit être découvert, ce qui est finalement un ancien usage. Il y avait quand même des tolérances, faut le rappeler, parce que depuis des années, quand il y a une délégation étrangère et que des femmes notamment avaient un voile, il n'y avait pas de souci dans l'hémicycle. Aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas s'engouffrer dans la polémique. Il y a des règles en France. À l'école, il y a la laïcité qui s'applique et il n'y a pas de signes religieux. En sortie scolaire, c'est autorisé. Et dans l'hémicycle, aujourd'hui, il y a une tolérance. S'il faut corriger les choses, c'est au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et il faut le faire de votre point de vue ou pas? Au bureau. Il faut le faire, il faut corriger ça? Moi, je pense que ça pose question sur l'égalité homme-femme des enfants. Et c'est une question d'ailleurs de société bien plus large que l'hémicycle. L'hémicycle, c'est le lieu de la République. Et donc, c'est une question qui doit être traitée au bureau de l'Assemblée nationale. Alma Dufour. Moi, honnêtement, j'ai honte de cette polémique. J'ai honte de cette polémique parce que j'ai organisé plusieurs visites citoyennes, ou aussi des sorties scolaires, ou aussi des visites d'associations de solidarité où il y avait de nombreuses jeunes femmes qui portent le voile, qui sont mes amies, qui sont des jeunes femmes musulmanes, qui l'assument et qui le vivent très bien, mais qui, au contraire, ont envie de s'impliquer dans la vie de la République, ont envie de travailler dans l'associatif, dans la politique, et qui avaient même peur. Elles ne savaient même pas qu'elles avaient le droit de visiter l'Assemblée avec leur voile. Or, c'est vraiment
comme ça qu'on applique le règlement, puisque par exemple, on a eu aussi des écoles privées de confession juive, par exemple, où on avait des élèves qui portaient la kippa, et il me semble pas qu'il y ait eu un tollé à ce point-là, alors que c'était aussi des jeunes enfants. Et c'est une vraie question. Moi, je trouve que à chaque fois, quand il s'agit d'islam, quand il s'agit de voile, on a des réactions extrêmement brutales. Je rappelle quand même qu'on sort d'une période où notre ancien ministre de l'Intérieur criait « à bas le voile » dans un meeting, où sa seule proposition politique pour se distinguer de ses adversaires, c'était d'interdire aux jeunes femmes voilées d'aller à l'université. Je veux dire, c'est cette manière d'interpréter la laïcité toujours contre l'islam, justement auprès de femmes et de jeunes femmes, qui font un pas justement vers notre société, vers les études supérieures, vers la visite de l'Assemblée nationale. Moi, je vais vous dire, c'est une réalité dans ma circonscription. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui portent le voile. Et moi, je vois pas en quoi les stigmatiser et leur interdire l'accès au lieu de la République, au lieu le plus sacré de la République, l'Assemblée nationale, serait une bonne idée et serait contraire à notre vision d'une société inclusive et qui respecte les croyances des gens. J'en ai discuté avec mes collaboratrices ce matin, mes jeunes collaboratrices. C'est un sujet délicat et on s'est rappelé, nous aussi, que lorsqu'il y a des visites à l'Assemblée nationale, j'en ai beaucoup, il y avait des accompagnatrices scolaires qui portaient le voile dans les couloirs de l'Assemblée nationale et au moment, effectivement, mais dans les couloirs, de la il n'y a pas de visite de problème. l'hémicycle aussi. Dans les couloirs, dans la pas de visite de problème. l'hémicycle Le problème, aussi. c'est l'hémicycle. Et donc, je crois que là-dessus, en fait, il y a un usage qui ne pose de problème à personne. La question aujourd'hui qui est soulevée par une polémique assez délétère, provoquée par le Rassemblement national, mais reprise, c'est le sujet des enfants. Non, mais reprise par la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, mais c'est le sujet des enfants. Et le sujet des petites filles voilées aujourd'hui, je crois que vous, Madame Dufour, comme moi, on peut être dans le questionnement par rapport à l'égalité homme-femme. Et donc, c'est une question qui dépasse largement le sujet de l'Assemblée nationale. Et si c'est bien le cas, si c'est des petites filles et pas des jeunes filles, comme vous disiez, qui ont la liberté de choix. Voilà. Je crois c'est pas ce qu'elle dit, elle, c'est pas ce qu'elle dit, elle dit que c'est l'hémicycle, que c'est le lieu des valeurs républicaines, de la cohérence républicaine, et donc qu'elle ne le souhaite pas. S'il y a une imprécision aujourd'hui dans le règlement intérieur, il faut le préciser. Et moi, je vais vous dire, pour finir là-dessus, je pense que notre vision de la laïcité en France est problématique. Je pense qu'on est un des seuls pays d'Europe, enfin le seul pays d'Europe, à être aussi à cheval et à créer autant de polémiques sur la question du voile. Et honnêtement, à un moment donné, moi, je pense même que cette législation devrait pouvoir évoluer. Je vais vous le dire très clairement, ça ne me choquerait pas, tout comme aux États-Unis c'est possible, tout comme en Angleterre c'est possible, tout comme dans d'autres pays c'est possible, qu'il y ait même des femmes qui portent le voile et qui puissent être députées. À partir du moment où c'est un choix, je veux dire, laissons-les tranquilles, lâchons-leur le voile. Par contre, la question effectivement des fillettes et la question de l'âge du consentement, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Mais la question des jeunes femmes voilées, pour moi, le règlement tel qu'il est à l'Assemblée nationale ne me convient pas. Je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas être une députée de la République et en même temps faire honneur à sa croyance musulmane. À un moment donné, je pense qu'on a une vision stigmatisante de l'islam. On connaît mal les musulmans. Comme je vous le disais, moi, ces femmes qui viennent avec moi à l'Assemblée nationale sont des femmes qui aimeraient Il y a des tas de musulmans et de de musulmanes qui font honneur, pour reprendre votre expression, à leur foi musulmane sans mettre de voile. D'accord, mais est-ce que c'est à nous d'en juger? Un impératif. Je crois qu'on décale le débat, en fait. Non, en fait, il y a une polémique du Rassemblement national. Ensuite, il y a une polémique quand même reprise par Yael Braun-Pivet, encore une fois, pardon. Sur laquelle ensuite la France insoumise, effectivement, taxe toutes les prises de parole d'islamophobie. Voire de racisme. Et de racisme. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est le mélange aujourd'hui entre soit des accompagnatrices scolaires, soit des lycéennes ou des jeunes femmes majeures dont vous parlez quand vous parlez de députés, et la question des petites filles voilées. Non, mais et donc c'est ça la vraie question aujourd'hui sur laquelle on doit se positionner. Et c'est pas autour d'une polémique que ça doit se faire, c'est dans un débat sérieusement argumenté. Mais qu'on n'a jamais. Et vu que le débat est ouvert, moi je vous le dis, j'ai déjà rencontré des jeunes femmes qui diraient j'aimerais être députée, j'aimerais me battre pour l'intérêt général, mais mon voile aujourd'hui, je ne veux pas renoncer à ma façon d'être musulmane, comme vous l'avez dit, il y a plein de façons. J'ai aussi des amis qui sont musulmanes et qui ne sont pas voilées. La laïcité ne permet pas cela. Parce mais c'est une bonne chose pour vous, parce que ce matin, Alma Dufour, elle nous dit non. Elle nous dit il y a une vision, je recite vos mots, une vision problématique de la laïcité en France. Et expliquez-vous là-dessus. Vous accepteriez d'avoir des collègues députés qui sont voilés à vos côtés ou pas? Moi, que ce soit dans l'affichage de fonctions officielles représentant la République, je ne suis pas favorable à l'affichage de signes religieux. Oui, mais par contre, on peut avoir des premiers ministres qui tiennent des discours religieux, comme c'était le cas de M. Bayrou. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une question de géométrie variable qui se concentre sur un signe ostentif qui est le voile. C'est vrai, mais qui est toujours instrumentalisé contre les mêmes. Et à un moment donné, moi, je me sers de cette polémique pour poser la question plus large
de la vie en société avec des gens qui ont des croyances musulmanes et que c'est pas à nous d'arbitrer si c'est être un bon musulman ou pas un bon musulman que de porter le voile. J'ai aussi plein d'amis qui sont musulmanes et qui ne portent pas le voile et ça se passe très bien. C'est même des filles d'imams des fois. Donc voilà, comme ça, c'est beaucoup plus large et divers que ce qu'on peut croire. Mais par contre, c'est aussi à eux d'avoir ce débat. Et moi, je pense que la France aujourd'hui est profondément intolérante à ce sujet et instrumentalise cette question. Souvent, quand il y a des grands reculs sociaux, d'un coup, on a une polémique sur le voile et ça fait 15 ans que ça dure. Il n'y a pas que ce débat, évidemment, du côté de l'Assemblée nationale. Il y a aussi le débat sur la situation budgétaire pour l'État et pour la sécurité sociale. Le Premier ministre s'est voulu assez dramatique hier, Violette Spilbou, en s'adressant à des sénateurs assez graves. Et il a dit qu'il avancerait colline après colline. Et il a dit censure ou pas de vote sur le budget vaudra démission. Et démission vaudra dissolution. Je ne serai pas le Premier ministre qui fera une passation de pouvoir avec Jordan Bardella. Est-ce que l'heure est à l'inquiétude chez les parlementaires de votre camp ou pas? Il a raison d'être grave parce que on est à un moment terrible pour le pays et les premiers qui nous le disent, c'est les habitants dans nos circonscriptions qui sont très inquiets que la France n'ait pas de budget, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, que nos entreprises sombrent parce qu'on a beaucoup de commerces, d'artisans, de grandes entreprises qui sont en grande difficulté aujourd'hui. Et si la France est fragile, eh bien c'est la souveraineté française qui est fragile. On a aussi beaucoup de gens qui souffrent et qui voient les discussions budgétaires autour de suppression de gel d'une aide sociale ou des maladies de longue durée et qui peuvent s'inquiéter. Moi, je crois que on est quand même dans un moment où on continue à avoir des débats qui nous font avancer sur le budget. On a des compromis qui sont parfois un petit peu cocasses entre des groupes politiques qui ne sont pas toujours ceux qu'on attend, mais qui font qu'on avance à la fois dans le budget de la sécurité sociale. Donc il ne faut pas désarmer maintenant. Allez. Il faut, comme les partis un peu responsables, que sont le Bloc central, le Parti socialiste, et on va suivre l'évolution des débats. Je voulais suspension des réformes des retraites. Entendre une première réaction de votre camp, évidemment du camp de la majorité. Alors en 10 secondes, s'il vous plaît. En 10 secondes, ce budget va passer en force parce que nous avons voté des mesures auxquelles les macronistes sont allergiques, comme notamment la taxe. Il a redit hier, pardon, je vous interromps parce qu'il faut préciser. On m'avait dit 10 secondes. Oui. Éviter l'évasion fiscale des multinationales, ça nous rapporte 25 milliards d'euros par an. La France insoumise, avec 3 amendements, fait tout le chemin. Sur le passage en force, Sébastien Lecornu réaffirme hier qu'il n'y aura pas d'ordonnance. Voilà pour cette déclaration. Et Daniel Obono, votre réaction à ces conclusions du sondage Elab pour BFM TV et la tribune dimanche, autant sur l'avance du Rassemblement national que sur la progression de votre camp, en tout cas de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est sa candidature qui est testée dans ce sondage. Écoutez, je crois que c'est la traduction de ce qui se passe, pas simplement depuis ces derniers mois, mais depuis ces dernières années, effectivement. La politique d'Emmanuel Macron a permis au Rassemblement national d'engranger des victoires politiques. Moi, quand j'ai été élue en 2017, les députés le péniste était une petite poignée. Aujourd'hui, ils sont un groupe majeur de l'Assemblée nationale. Et c'est le résultat direct des choix d'une politique à la fois antisociale, mais également qui s'est située sur le plan de la propagande xénophobe et de mesures qui ciblent et qui divisent une partie de la population. Donc, l'analyse consiste à dire que le RN profite de l'instabilité politique. Vous dites le RN peut dire merci à Emmanuel Macron, qui est l'artisan principal de l'instabilité. C'est ce que vous dites. Pas simplement de l'instabilité de ces dernières semaines, bien sûr, c'est le problème et c'est ce que nous ne cessons de dire. Mais ces dernières années, les 8 dernières années, la politique qui a été menée a permis au Rassemblement national de se positionner comme ayant des réponses, alors même par ailleurs, ce qui est contradictoire, qu'on l'a vu lors du débat budgétaire, le Rassemblement national vote pour la Macronie et a permis à chaque fois à la Macronie de mener sa politique de guerre sociale. Jean-Luc Mélenchon progresse, il n'en est pas moins à 3 fois moins d'intention de vote que Jordan Bardella. Marine Le Pen, peu ou prou, c'est... Mais ça, on sait aussi, vous l'avez noté, que nous savons mener des campagnes et créer une dynamique. Et je crois que c'est pas une question de miser. Nous savons qu'il y a dans ce pays un bloc populaire qui s'est manifesté dans les élections législatives il y a 1 an et qui a permis que nous arrivions en tête tout de même, rappelons-le, et qu'il y a dans ce pays une majorité de gens qui refusent que l'extrême droite prenne le pouvoir, que l'extrême droite soit majoritaire. Et
la question, c'est comment on la mobilise. Et je crois que la cohérence de ce que nous menons comme combat à l'Assemblée nationale, le fait que nous avons été élus sur un programme et nous continuons à le défendre, que nous portons une proposition alternative justement au chacun pour soi de M. Macron et au tous contre tous de Mme Le Pen, c'est ça qui fait la différence. Et une campagne, ça permet justement de poser dans le débat quelle vision on a pour la France, qu'est-ce qu'on veut pour le pays. Et nous avons des propositions très claires. Je crois que c'est ce que cela traduit. Et comme vous le savez, autant le Rassemblement national a été présenté comme pouvant gagner il y a un an, et à chaque fois tous les sondages montraient qu'il allait gagner, autant nous avons souvent été sous-estimés. Et je crois qu'il y a là la dynamique qui peut permettre de battre le Rassemblement national et en finir avec la Macronie. À propos de dynamique, mais inverse, si je puis dire, c'est l'autre enseignement de votre sondage, Bernard, c'est Édouard Philippe, qui recule assez significativement. Oui, Édouard Philippe paye cash ses déclarations incitant, on va le dire comme ça, ou poussant Emmanuel Macron à la démission. Son recul dans le cœur électoral du macronisme est de 8 points, c'est assez significatif. Et on voit bien finalement que ce qui se passe pour Édouard Philippe se passe aussi pour tous les candidats du bloc central, les candidats potentiels. C'est la difficulté à trouver un positionnement entre se démarquer d'Emmanuel Macron, jusqu'à quel point on se démarque. Certains diront que de temps en temps, cette démarcation va jusqu'à de la trahison, et en même temps à assumer dans l'opinion qui rend responsable les anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron également du bilan. Donc c'est une équation extrêmement compliquée. Ce qui est compliqué pour Édouard Philippe, c'est que l'écart se resserre effectivement avec ses poursuivants pour la deuxième place. Alors la qualification pour la deuxième place, au moment où nous parlons, tout peut changer évidemment, mais ça apparaît comme l'enjeu majeur, et on voit bien que Édouard Philippe n'aurait plus que 3 points d'avance sur Jean-Luc Mélenchon, 4 sur Raphaël Glucksmann. Donc la course à la deuxième place reste extrêmement ouverte. Et à propos de la gauche, Virginie Martin, des candidats ou potentiels candidats qui sont au coude à coude, en particulier Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, deux gauches difficilement conciliables. En tout cas, de gauche irréconciliable, c'est certain, en effet. Peut-être, on le remarque quand même, quand on parle de la gauche finalement plus institutionnelle, normalement la gauche de gouvernement, que devrait être représentée par le Parti socialiste. On voit qu'effectivement, dans le sondage de Bernard, Olivier Faure apparaît très faible, hein, il est vers 5-6 points. Ce n'est qu'un sondage, c'est toujours supérieur à ce qu'avait fait évidemment Anne Hidalgo dans les résultats précédents, mais ça reste très faible. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, au-delà de la stratégie d'Olivier Faure, au regard de ce qu'il fait dans les débats parlementaires aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'incarnation, de leadership, j'ai envie de dire, point d'interrogation. Et sur la question après de la gauche très social-démocrate représentée par Raphaël Glucksmann versus la gauche plus radicale et protestataire et conflictualisée de Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que ça tiraille. Est-ce que finalement les gens du centre et du centre-gauche vont finir peut-être par se tourner vers Raphaël Glucksmann, qui représente cette gauche social-démocrate assumée, détachée du Parti socialiste? C'est là que la bataille va se jouer. Et est-ce qu'ils vont faire, alors l'erreur ou pas l'erreur, de faire une primaire d'une gauche ouverte ou pas? Laurent Baumel, qu'en pensez-vous? Bonjour, vous êtes aussi avec nous, vous êtes député socialiste et apparenté de l'Indre-et-Loire, membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Votre réaction, et notamment au fait que, en l'état, dans ce nouveau sondage, le PS est très bas? Alors, je crois que vous venez de le dire, c'est un sondage sur l'élection présidentielle, donc qui mesure essentiellement des potentiels d'incarnation. Oui, à ce stade, c'est un fait que Olivier Faure ne semble pas avoir le niveau de notoriété ou d'incarnation d'un Jean-Luc Mélenchon qui a fait 2 élections présidentielles. Mais il y a des choses, si vous voulez, qui du coup dans ce sondage sont parfois un peu étranges. Vous voyez qu'en fonction du fait... Si vous me permettez, à propos de ce que vous dites sur Olivier Faure, c'est pas tout à fait anecdotique. On parle là d'un personnage politique de premier plan, y compris en ce moment avec les négociations, les tractations sur le budget. Vous dites dès aujourd'hui, il ne faut surtout pas qu'Olivier Faure nous représente en vue de 2027. Il faut vite déplacer, voire rayer cette hypothèse. Non, c'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que je ne suis pas certain que ce sondage dise quelque chose sur la façon dont les Français jugent et apprécient ce qui est en train de se passer là dans l'immédiat autour du Parlement. La question qui est posée dans ce sondage, c'est pas est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une forme d'entente et de compromis ou est-ce que vous préférez retourner aux urnes. Vous ne pouvez pas déduire de ce sondage une réponse à ces questions. Je pense que ce sondage, et vous l'avez vous-même dit il y a quelques instants, il mesure des niveaux d'incarnation. Je vous donne un exemple.
il y a quelque chose d'assez frappant de voir que le score d'Édouard Philippe peut varier de 4 ou 5 points selon l'identité des candidats de la gauche, on va dire non mélenchonistes. Et ça, c'est absurde, parce que Édouard Philippe, il portera dans la présidentielle un projet, par exemple, de recul de l'âge de la retraite. Alors que nous allons porter un projet de retour à la retraite à 62 ans. Et vous voyez bien que les Français, à la fin, ils vont se définir sur des questions de fond. Donc vous n'avez pas des électeurs socialistes ou de gauche qui vont se mettre à voter Édouard Philippe dans de telles proportions, simplement parce que tel ou tel candidat n'a pas actuellement le niveau d'incarnation suffisant. Donc, si vous voulez, moi je crois que c'est une photographie, je ne nie pas la valeur de ce sondage, mais je ne crois pas qu'elle nous renseigne de façon extrêmement précise sur la façon dont les Français ressentent les stratégies actuellement qui se déploient actuellement pour essayer de résoudre l'impasse dans laquelle nous sommes. Jérémy, est-ce que le problème principal, finalement, pour les adversaires du Rassemblement national, ce n'est pas l'éclatement ? Si. Le RN est uni, les autres ne le sont pas, c'est un euphémisme. En fait, il y a sans doute beaucoup trop de candidats à la présidentielle quand on voit que le principal pôle de stabilité, le Rassemblement national aujourd'hui, est si haut. En fait, là, l'enjeu, c'est de se qualifier au second tour. Donc, il va falloir qu'il y ait soit des primaires, mais les primaires telles qu'elles sont envisagées aujourd'hui sont des toutes petites primaires. Que ce soit à gauche, alors il y a les socialistes, les écologistes et quelques anciens mélenchonistes, mais ça pèse pas grand-chose. Et à droite, alors on ne sait pas quel va être le périmètre, mais au maximum de l'UDI à Sarah Knafo, quand on voit les scores à la fois d'Éric Zemmour ou de Sarah Knafo. Éric Zemmour, invité de BFM Politique. À midi, tout à l'heure, de Guillaume Daré. À la fois de Bruno Retailleau et du centre, en fait, on se rend compte que ce sont des toutes petites primaires. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la primaire se passe dans l'opinion. Et c'est tout le pari d'ailleurs d'Édouard Philippe, que d'ici les mois qui arrivent, d'ici à l'année prochaine, en réalité, il y ait des convergences, que les Français choisissent automatiquement des candidats sans passer par des primaires pour affronter, pour tenter de se qualifier au second tour et peut-être battre le Rassemblement national. En fait, ça va se faire progressivement. Il y aura sans doute un resserrement. Alors à gauche, ça peut être autour de Jean-Luc Mélenchon ou de Raphaël Glucksmann ou d'une autre personnalité qui pourrait arriver. C'est très théorique. On a du mal à imaginer que la gauche se range derrière Jean-Luc Mélenchon. Daniel Obono, franchement. Écoutez, pour toutes celles et ceux qui ont voté pour le nouveau Front populaire et son programme et qui croient nécessaire de représenter une alternative face à l'extrême droite, effectivement, mais aussi pour en finir avec le macronisme, aujourd'hui, la candidature insoumise, ce que nous portons et ce que nous démontrons chaque jour dans le combat parlementaire, pour toute personne qui se dise de gauche, alors, parce que, excusez-moi, on classe Raphaël Glucksmann dans une supposée social-démocratie, à la rigueur social-libérale peut-être, mais je crois que quand on est c'est mal engagé, de gauche déjà, et que on croit qu'il faut en finir avec les politiques d'austérité, il faut en finir avec des politiques anti-écologiques, il faut redonner à la France une voix qui compte dans le monde et qui s'adresse au monde et qui représente des valeurs et qui ne fait pas que les représenter, qui se bat pour ça. Oui, ce que nous portons et ce que nous avons déjà porté, ce que nous avons dit, nous, et continuons à dire, c'est qu'il faut constituer et maintenir et renforcer le bloc populaire qui a gagné. Je tiens à le rappeler parce qu'on parle des sondages, de quelque chose qui est effectivement une photographie, mais ce que nous avons démontré, c'est la capacité de mobilisation de notre camp social, des quartiers populaires, de la jeunesse, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs tous les jours dans tout le pays, à mobiliser pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. C'est maintenant, et le plus tôt c'est le mieux, qu'on en finisse avec la Macronie. Merci à tous les quatre. Merci, on en reparle évidemment dans la deuxième heure de BFM Direct avec la prise de parole à suivre de Jean-Luc Mélenchon en direct sur BFM TV.